Bonjour tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vous fais la vidéo, on est samedi 29, quelque chose comme ça. Non, samedi 30, il me semble. Bon bref, samedi 30 novembre. Et j'avais envie de tester quelque chose. Alors, je vous ai sorti ma toile perlée avec les carpes koi que j'avais eu en partenariat avec Fansales. C'est mon seul et unique partenariat que j'ai eu avec eux. Ils ne m'ont plus jamais rappelé. Ils ne m'ont plus jamais contacté. Donc je ne sais pas. Je pense que ce que j'ai fait ne leur a pas plu. Dans tous les cas, c'est pas grave. Ça a été très généreux de leur part déjà de m'envoyer cette toile parce qu'elle est magnifique. Et je ne l'ai pas du tout commencé. Alors, elle fait 40 cm sur 50. Donc, je vais vous la déballer, je vais la démarrer. Et ce que j'ai envie de vous faire, c'est le temps que je brode, le temps que je pose mes petites perles, j'ai envie de vous lire une histoire. Voilà. Parce que des fois, on n'a pas trop d'inspiration, on n'a pas trop envie de parler non plus. Et donc, je m'étais dit que si je vous racontais une histoire de Pierre Bellemare, ça pourrait être sympatoche. Qu'est-ce que tu n'en penses ? Donc, je vais choisir une histoire dans mon petit bouquin, Nuit d'angoisse. Nuit d'angoisse. Et donc, je vais vous filmer cette toile et vous entendrez l'histoire de Pierre Bellemare. Elle est belle la vie ou elle n'est pas belle? Alors, attends, il faut que je sélectionne une histoire. J'ai envie de vous raconter l'agresseur fantôme. L'histoire de l'agresseur fantôme. On va faire ça. Ok? Allez, c'est parti. À tout à l'heure, j'espère que ça va vous plaire. Le lieutenant Patrick Humblett entre en silence dans une chambre de l'hôpital St. John's à Londres. C'est à l'époque, en 1926, une des rares chambres individuelles de l'établissement, mais il fallait absolument isoler son occupant, dont le cas intéresse vivement la police. L'avant-veille, 13 octobre, en effet, un policeman l'a retrouvé baignant dans son sang sur le trottoir d'une rue de Soho. Il avait été frappé d'une dizaine de coups de couteau à la poitrine, au bras gauche et au visage. Un couteau à cran d'arrêt se trouvait à côté de lui, et l'examen de l'arme a montré qu'il n'y avait pas d'autres empreintes que les siennes. L'homme a été transporté à l'hôpital Saint-John. Il avait perdu beaucoup de sang. Il était très faible, mais son état n'inspirait pas d'inquiétude. Il avait ses papiers sur lui. John Harvey, 45 ans, homme d'affaires dans la City. John Harvey, renseignement pris, est un personnage très honorable, fort riche, et ce qui s'est passé n'en est que plus inexplicable. L'absence d'empreinte sur le manche du couteau fait penser à une tentative de suicide, mais c'est invraisemblable. Quelle idée pour un gentleman distingué de choisir un couteau à cran d'arrêt pour aller se poignarder sur un trottoir. Et en plus, les coups paraissent avoir été portés avec une espèce de fureur, de frénésie. Tout cela n'a aucun sens, du moins en apparence. Mais le lieutenant Humblett, qui est un homme calme et réfléchi, ne perd pas son sang-froid. La victime a sûrement une explication à donner. Il suffit de la lui demander. Et c'est exactement ce qu'il se propose de faire en cet instant. Il s'assied sur une chaise à côté du lit. John Harvey, sans la redingote, le gilet et le chapeau melon qu'il porte habituellement, a l'air de quelqu'un de tout à fait ordinaire. C'est un homme plutôt corpulent, au visage massif et aux cheveux très bruns. Il est très pâle, ses lèvres en particulier sont toutes décolorées. « Lieutenant Humblett de Scotland Yard, sir, je suis là pour vous écouter. » Le blessé hoche brièvement la tête. « Je vais vous raconter, mais vous n'allez pas me croire. »« Et pourquoi, grand Dieu ?»« Parce qu'il s'agit d'un fantôme. »« Je vous demande pardon ? C'est la vérité, lieutenant. J'ai été attaqué par un fantôme. » Un instant, une pensée absurde traverse l'esprit du lieutenant Patrick Humblett. Les fantômes ne laissent effectivement pas d'empreinte. Mais il se ressaisit vite.
Tout ça va finir par s'expliquer. Nous ne sommes pas en Écosse, que diable. La victime tente de vaincre son scepticisme. Je vous assure, je ne suis pas fou, et l'agression ne m'a pas fait perdre la tête. Mais je suis obligé de vous raconter ce qui s'est passé. Ou du moins, ce que j'ai vu. Ensuite, essayez d'en tirer vos conclusions. John Harvey se dresse sur son oreiller. Il est visiblement très éprouvé, mais parfaitement lucide. C'était avant-hier au soir. Comme souvent, après une journée bien remplie, j'avais voulu aller prendre une pinte de bière au Cygne Noir. Le Cygne Noir est un pub que j'affectionne, et c'est là que la chose est arrivée. Quoi, le fantôme ? Oui, le fantôme. Et John Harvey fait son invraisemblable récit. Tout commence l'avant-veille, donc le 13 octobre 1926, vers 20 heures. Il fait un temps détestable sur Londres, avec un brouillard épais, ce qui d'ailleurs n'est pas un fait particulièrement notable. John Harvey pousse la porte du Cygne Noir et va s'installer à sa table habituelle. Charles, le barman, vient lui apporter sa pinte de bière brune. John Harvey la porte à ses lèvres et s'arrête dans son mouvement. Là-bas, derrière la table qui lui fait face, juste en dessous du portrait du roi George V, un homme le regarde. Regarder, c'est même un mot faible. Il le fixe, il le dévisage. John essaie de se remémorer, car il a une certitude. Il a déjà vu ce visage, et dans des circonstances désagréables. Et soudain, la vérité éclate. C'était il y a 6 mois, une scène dramatique. L'homme s'accrochait à lui. « Je vous en supplie, John, pour l'amour du ciel !» Lui, il ricanait. « Ce qui est signé est signé. Vous avez jusqu'à demain midi, pas une minute de plus. » C'est le lendemain que John Harvey a appris le décès de Harry Higgins, son ancien camarade de collège. Higgins, à qui il avait prêté 1000 livres et à qui il venait de refuser un délai pour régler cette dette. Higgins qui se trouve en ce moment en face de lui dans le pub, sous le portrait du roi George. John Harvey a alors une réaction absurde. Pour ne plus voir cette image de cauchemar, il déplie l'exemplaire du Times qu'il avait à côté de lui et fait semblant de lire, comme si ce frêle rempart de papier allait le protéger de l'apparition. Cela dure plusieurs minutes. Enfin, il n'y tient plus. Il abaisse craintivement son journal et pousse un soupir de soulagement. La table en face de lui est vide. Il reprend peu à peu ses esprits. Il s'est laissé impressionner. Il devait s'agir d'une ressemblance ou même d'un sosie. Ce sont des choses qui arrivent, paraît-il. Il appelle le barman. « Dites-moi, Charles, quel est le nom du gentleman qui était à la table d'en face ?»« Quel gentleman, sir ?»« Eh bien, celui qui était assis là et qui vient de partir. »« Mais il n'y avait personne, sir. »« Si, sous le portrait du roi, vous avez sans doute pas dû regarder dans cette direction. »« Je vous demande pardon, sir, je viens justement de donner un coup de chiffon à cette table pendant que vous lisiez votre journal, et je vous assure qu'il n'y avait personne. »« Pourquoi ? C'est quelque chose d'important ? » ?»« Non, je vous remercie, Charles, je rentre. » Dans la chambre de l'hôpital Saint-John, le lieutenant Humblett écoute avec une attention soutenue. Le blessé, après avoir marqué un temps, poursuit son récit. Il est sorti du pub, dehors, il faisait plus de brouillard encore. Il s'est senti tout à coup terriblement mal à l'aise. Il a compris trop tard que le danger était bien plus grand qu'à l'intérieur. Il aurait dû demander à Charles d'appeler un taxi. Il n'aurait eu que le trottoir à traverser, mais là, dans cette purée de poids, on ne voyait même pas à 2 mètres. Et brusquement, ce qu'il redoutait est arrivé. Une forme lui a barré le passage. Un visage a surgi de l'ombre, un visage qui souriait. « Hello, John. Vous vous souvenez de votre vieux camarade Harry Higgins ?»« Laissez-moi passer. Mais si, voyons, Elton, le collège, nous étions de vieux amis, John. » Ce qu'il est convenu d'appeler des amis d'enfance. Alors, pour cette dette, vous auriez pu m'accorder un tout petit délai. John Harvey était tellement épouvanté qu'il ne pouvait prononcer un seul mot. Harry Higgins, ou l'être ou la chose qui prétendait s'appeler ainsi, a poursuivi. « Oui, vous auriez pu m'accorder ce délai, John. Maintenant, vous voyez, je suis mort. C'est vraiment pas chic de votre part. Allez-vous-en !» Il y a eu un déclic et, malgré le brouillard, une lueur métallique. « Mais cela ne fait rien. Je vais vous payer mes dettes, John.
Sur son lit d'hôpital, John Harvey a une expression de terreur. Après, je me souviens plus, j'ai eu mal, je me suis retrouvé ici à l'hôpital. Le lieutenant Humblett se racle la gorge. Bien, nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire avec ça. Ce Harry Higgins avait une famille ? Oui, une femme et des enfants. Et vous connaissez leur adresse ? Je ne la sais pas par cœur, mais vous la trouverez dans mon carnet. Je vous remercie, sœur. Meilleure santé à vous et ne vous tourmentez pas trop à propos des fantômes. Attendez les conclusions de Scotland Yard. Un quartier bourgeois de Londres. Le lieutenant Humblett sonne à l'adresse indiquée. Une femme vêtue de noir lui ouvre. Il se présente poliment. Elle semble à la fois surprise et contrariée. « Qu'est-ce que ça veut dire, lieutenant ? » La police a déjà fait son enquête à propos de la mort de mon mari et elle a conclu au suicide. Le lieutenant Humblett approuve de la tête et pénètre dans le salon. La première chose qu'il voit sur la cheminée est une photo encadrée de noir. Une photo d'un homme de 45 ans environ, au visage distingué et souriant. « C'était votre mari ? » ?»« Oui. » Madame Higgins n'a pas le temps d'en dire plus. À ce moment, on sonne à la porte. Elle va ouvrir, elle revient quelques instants plus tard, accompagnée d'un homme distingué, de 45 ans environ. Le policier, qui a pourtant les nerfs solides, reste bouche bée. L'arrivant est la réplique vivante de la photo encadrée de noir. Il a l'impression de se trouver devant un fantôme. Madame Higgins s'approche de lui. « Je vous présente Jack Higgins, mon beau-frère. » Jack Higgins remarque la surprise du lieutenant. « Je comprends votre étonnement. Harry et moi, nous étions jumeaux. » Le lieutenant Humblett a un léger sourire. « Je vois même parfaitement. » Le policier refait brièvement devant lui le récit de John Harvey et conclut. « Je n'ai pas besoin de vous dire où je veux en venir, monsieur Higgins. Vous m'avez compris, je suppose. »« Oui, je crois. »« Eh bien, avez-vous un alibi pour la nuit du 13 octobre ?»« Oui, par chance. Et une bonne vingtaine de témoins incontestables pourront vous le confirmer. » Le lieutenant Humblett sourit d'une manière ironique. « Eh bien, voyons cela. »« Vous ne m'avez pas demandé ma profession, lieutenant. Je suis médecin, et plus précisément chirurgien. Ce soir-là, il y a eu 2 urgences, coup sur coup, à mon hôpital. J'ai passé là-bas toute la soirée. Vous pouvez vérifier. » Le policier se met à bredouiller. « Mais alors, je comprends votre désappointement, lieutenant. Le jumeau jouant le fantôme pour venger son frère, c'était la logique même. Malheureusement, il faut renoncer à cette explication. Vous n'allez tout de même pas me dire qu'il s'agissait d'un vrai fantôme ? Non, rassurez-vous. Je ne le pense pas non plus. Et je crois comprendre le fin mot de l'histoire. La vérité est tout aussi logique que ce que vous supposiez. Elle est seulement un petit peu plus compliquée. » Le lieutenant Humblett ne dit plus rien. Il écoute. « Il faut que je vous dise quelques mots sur le fort déplaisant personnage qui s'appelle John Harvey. Il vous a bien dit qu'il avait été le condisciple de Harry au collège d'Eton. Mais il n'a rien ajouté d'autre. Non. Il aurait pu. Il aurait pu vous parler de moi. D'abord parce que j'étais dans la même classe que mon frère, évidemment. Il aurait pu vous dire aussi qu'il avait été renvoyé d'Eton à cause de nous, parce que nous l'avions dénoncé. Dénoncé, c'est-à-dire ? Harry et moi, nous étions les meilleurs éléments de notre équipe de cricket. John Harvey était le capitaine d'une équipe rivale. Le jour précédant la finale du collège, il est venu nous proposer de l'argent pour que nous perdions. Voilà pourquoi nous l'avons dénoncé. Devant des faits aussi graves, il a été renvoyé sur le champ. Et depuis, il nous hait tous les deux. Le policier commence à entrevoir une vérité bien différente de la première. Mais alors, comment se fait-il que mon frère lui ait emprunté de l'argent ? Je comprends que vous vous posiez la question. Il faut vous dire qu'après avoir été renvoyé d'Eton, John Harvey a continué à voir Harry de temps en temps. Il paraît qu'il avait tout oublié et qu'il était sans rancune. Harvey est très riche. Et quand Harry a eu des difficultés financières, il s'est proposé spontanément pour lui prêter de l'argent. J'ai dit à Harry qu'il ne devait pas accepter et que c'était un piège. Il ne m'a pas cru. La suite, vous la connaissez. Il se trouve qu'au moment où Harry a dû le rembourser, j'étais moi-même dans une très mauvaise situation. Je n'ai rien pu faire pour lui. Le lieutenant Humblett regarde l'homme en face de lui, un homme qu'il s'apprêtait quelques instants auparavant à arrêter,
et qui est en fait la véritable victime. Le docteur Jack Higgins continue à parler. John Harvey savait parfaitement ce qu'il faisait avec cette histoire de fantôme. Il savait qu'on allait m'accuser, moi, et il le voulait pour que sa vengeance soit complète. Le policier hoche la tête. Et pour cela, il n'a pas hésité à se donner une dizaine de coups de couteau. Ouais, il faut croire qu'il nous haïssait sérieusement. Madame Higgins prend pour la première fois la parole. « Et maintenant, qu'allez-vous faire ?»« À John Harvey ? Oh, bah rien. Je ne peux rien lui reprocher, bien sûr. Il a inventé cette histoire de fantôme, mais il pourra toujours prétendre que c'était sous l'effet du choc. Je vais classer l'affaire. » Et le lieutenant Humblett ajoute avec un instant de silence. « Dans le fond, il s'est puni lui-même. 10 coups de couteau, c'est une assez jolie vengeance pour votre frère. Vous ne trouvez pas ?» Voilà, j'ai terminé mon histoire. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, je n'ai pas fini ma broderie, mais je trouvais sympa de faire un petit peu différemment aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et un petit pouce en l'air. Et si vous voulez avoir d'autres histoires, dites-le moi aussi, dans ce style-là, avec moi qui brode une toile et puis une petite histoire par-dessus. Moi, ça me plaît. Je pense que j'en ferai d'autres si j'ai le temps, parce que il y a beaucoup de montage dans ce genre de vidéos. Mais voilà. Je vais vous laisser tranquille. Je vous embrasse bien fort. Couvrez-vous parce qu'il fait très très froid. Et puis c'est tout. Je vous dis à plus tard. Et à bientôt les amis. À plus tard les gens. Gros bisous. J'essaierai de vous mettre le lien de cette toile en barre d'infos sur le site Fansales. Voilà. Allez, bye bye. Gros bisous les gens.